Bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel, je vous parle des montagnes suisses aujourd'hui et je vais répondre à un certain nombre de questions de mes correspondants sur le SARS-CoV-2 coronavirus et le COVID-19. Aujourd'hui en particulier, je vais vous présenter le vrai visage de vos systèmes gouvernementaux ou des systèmes gouvernementaux qui nous dirigent à l'heure actuelle. Je vais commencer par le début, à savoir parler de la Chine, bien entendu. Qui est un exemple très intéressant à beaucoup de points de vue du fait que ça nous permet ou non d'anticiper sur ce qui se passe à l'heure actuelle ici en Europe, aux États-Unis et dans tous les pays touchés à travers le monde, soit à peu près 200 pays aujourd'hui. La Chine vraisemblablement a eu connaissance de la pandémie dès le milieu de décembre, voire peut-être même avant, mais au plus tard, aux alentours du 20-25 décembre. Ils ont commencé par un déni total à l'intérieur même de leurs frontières, allant jusqu'à emprisonner les lanceurs d'alerte, en particulier un médecin très courageux qui a été emprisonné dans un premier temps, puis libéré. Et quand il a été libéré, il s'est précipité dans son hôpital pour continuer à y soigner ses patients. Il en est mort. Il a été réinfecté donc par la maladie et malheureusement, il est décédé. Maintenant, au niveau du gouvernement, qu'est-ce que ça illustre? Ça illustre qu'il y a une volonté de prendre en compte essentiellement des facteurs économiques plutôt que des facteurs humains. Finalement, c'est pas très étonnant du Parti communiste chinois, qui est quand même une des dictatures sévères de cette planète, avec plus de 3000 exécutions capitales par année, donc 10 par jour. Si n'importe lequel des pays occidentaux en était là, ce serait immédiatement un tollé et une levée de bouclier monstrueuse. Au-delà de cette considération purement politique que j'utilise comme exemple, le Parti communiste chinois a décidé de divulguer des chiffres au compte-gouttes, ne laissant accès au centre de la pandémie qu'à des gens qu'il contrôle de A à Z. Et encore aujourd'hui, les meilleurs épidémiologues, les meilleurs virologues de la planète n'ont pas accès au centre de la pandémie, donc n'ont pas accès aux données qui nous permettraient de réagir de façon plus juste, économisant par là des potentiellement millions de vies ou au minimum des centaines de milliers de vies dans nos pays occidentaux. Donc la Chine nous dissimule la chose dans un premier temps, et pire, elle laisse les avions continuer à nous abreuver des touristes chinois potentiellement contaminés dans toutes les grandes villes, New York, des États-Unis, d'Europe, Paris, Madrid, et pire, dans beaucoup de villes africaines où on sait tous que les structures médicales, les structures hospitalières ne pourront jamais avoir une réponse comme celle que nous avons, nous, dans les pays occidentaux, et soigner le plus grand nombre. Ce qui veut dire que les conséquences pour les pays africains vont être absolument dramatiques, tant est qu'on peut imaginer assez aisément que ce qui se passe en Italie aujourd'hui avec, on va dire officiellement, 9% de mortalité, 8-9%, peut-être que quand on aura testé un plus grand échantillonnage de personnes, on ramènera cette valeur à 5%, ou même peut-être à 3 ou en dessous de 3, comme en Corée du Sud, où on est en dessous de 1, mais avec des mesures qui ont été extrêmement draconiennes quant au suivi des personnes affectées, des personnes qu'elles avaient rencontrées, et c'est vraiment véritablement, certainement une des raisons de leur succès. J'en reviens à la Chine. La Chine donc laisse la contamination se faire d'un point de vue mondial. Et encore une fois, il y a certainement une volonté économique ou des intérêts économiques et politiques là derrière, qui sont les suivants. C'est que comme la Chine a énormément d'investisseurs étrangers qui sont responsables en bonne partie de la croissance des activités économiques, ils savent une chose, c'est que s'ils sont victimes d'une pandémie alors que le reste du monde ne l'est pas, les retraits de capitaux pour placer ces capitaux dans des endroits qui sont par définition moins risqués puisque moins atteints par la pandémie ou pas atteints par la pandémie, peut mettre leur économie à mal. Donc, voilà ce qui se passe. Ils savent que si tout le monde est logé à la même enseigne, les capitaux ne vont pas fuir. Ils vont rester chez eux. Ils vont pouvoir continuer leur croissance, montrant bien la priorité absolue du Parti communiste chinois pour des valeurs économiques plutôt que des valeurs humaines.
la santé de la planète, la santé même de leurs citoyens, finalement, leur importe relativement peu tant qu'ils peuvent continuer leur croissance. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils survivent, puisque le Parti communiste chinois a quand même pris énormément des libertés auxquelles un peuple comme la Chine devrait avoir accès. La Chine étant une des plus fabuleuses civilisations de cette planète, tout le monde le sait, avec plus de 3000 ans d'existence. Elle représente à elle seule 20% des habitants de la planète. Par définition, pour ne serait-ce qu'en termes quantitatifs de nombre d'habitants, avoir eu un succès pareil, c'est que notre civilisation chinoise est non seulement une valeur ajoutée au niveau du patrimoine mondial, mais ils n'ont pas tout faux. Sinon, ils ne représenteraient pas à eux seuls 1/5 de la population planétaire. Puis ensuite, il y a une chose extraordinaire qui se passe en Chine, c'est que la courbe d'augmentation du nombre de cas était exponentielle. Et à partir, on va dire, de la deuxième quinzaine de février, d'un jour à l'autre, la courbe est plate. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de nouveaux cas. On monte à 90 000, 90 000 cas, un certain nombre de morts, et du jour au lendemain, nos amis chinois veulent nous faire croire que les mesures de confinement qu'ils ont prises, qui sont certes extrêmes, et encore une fois, je rends hommage au peuple chinois, qui est d'une résilience extraordinaire, d'une détermination fabuleuse, qui ont pu accepter les mesures qui ont été prises, comme il va être très difficile de les faire accepter dans nos pays occidentaux. Donc, la courbe est plate. Elle est plate, ce qui, d'un point de vue purement statistique, mathématique, est une totale impossibilité. Et depuis quelques jours circule une information qui est très intéressante. C'est que, apparemment, 14 millions de téléphones de privés chinois ne se sont pas reconnectés au réseau depuis plus d'un mois. Alors, on peut espérer que c'est parce que les gens sont confinés chez eux et qu'ils n'utilisent plus que le Wi-Fi plutôt que d'utiliser les réseaux de téléphonie mobile, mais la réponse est certainement multifactorielle. C'est-à-dire que oui, pour une part, ça doit être ça. Oui, mais on ne peut pas s'empêcher de se dire, mais tiens, c'est quand même bizarre. Si vous avez un téléphone portable et que vous êtes toujours en vie, il y a de fortes chances que vous l'utilisiez. Or, il y a 14 millions de téléphones, et encore une fois, cette information n'est pas de l'information officielle, ce sont des lanceurs d'alerte, des whistleblowers, des journalistes citoyens, si je peux les appeler comme ça, qui nous font parvenir ce type d'information. Mais ça reste quelque chose d'intéressant et qui, encore une fois, permet de se dire que non seulement d'un point de vue mathématique, les chiffres annoncés par la Chine ne tiennent pas la route, mais qu'en plus, on a quelques informations par bribes qui font en sorte qu'on puisse mettre en doute ce genre de choses. De plus, je rappelle qu'il n'y a pas plus tard qu'une dizaine de jours, les journalistes occidentaux, américains en particulier, ont été escortés à la frontière, et je parle de Beijing, je parle de Pékin. Et si on élimine tous les journalistes de Pékin, tous les journalistes qui ont une intégrité dans les informations qu'ils vont communiquer au reste du monde, c'est qu'il y a une raison. On ne le fait pas juste pour la beauté du geste. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc nos amis chinois minimisent, en lissant la courbe, l'impression qu'on a de la gravité de la maladie en nous faisant croire que, eh bien, il n'y a pas de problème en mettant les mesures de quarantaine que nous avons prises. Je rappelle quand même 760 millions de Chinois en quarantaine, donc 1/10 de la planète, puisque nous sommes à peu près 7,5 milliards, 8 milliards aujourd'hui sur cette planète. Donc je mets 10% de la planète, la moitié de ma population environ, en quarantaine, et je maîtrise complètement la pandémie, l'épidémie dans le cadre de la Chine. À mon avis, c'est pour faire en sorte que les gouvernements occidentaux et les gens qui observent ce qui se passe en Chine minimisent l'impact du coronavirus et se disent on ne va pas prendre les mesures qui s'imposent pour quelque chose de gravissime immédiatement, mais plutôt que d'être proactif et d'anticiper, on va rester réactif, voir comment est-ce que les choses évoluent puisque ça a si bien évolué en Chine. C'est encore une fois, si ce que je dis s'avère exact, c'est absolument criminel. Ça veut dire que nos amis chinois ne tiennent aucun compte du facteur humain et de la souffrance humaine que leur comportement peut déclencher. Dernière chose, encore aujourd'hui, les meilleurs épidémiologues, les meilleurs mathématiciens qui modélisent les risques stratégiques, les meilleurs virologues, les meilleurs médecins en général n'ont pas accès
au centre de la pandémie, à savoir Wuhan. Ça veut dire qu'ils n'ont pas accès à des informations qui nous feraient gagner des semaines dans la qualité de notre réponse au danger que représente le SARS-CoV-2 et sa maladie COVID-19. J'en viens maintenant aux réactions. Vous penserez ce que vous voulez de tout ça. Mon but n'est pas de donner dans le politiquement correct, c'est de vous informer d'un certain nombre de faits. Maintenant, j'en viens à la réponse des gouvernements occidentaux. Et je vais prendre bien sûr l'exemple de la Suisse en particulier, puisque je le connais bien. Je vais prendre l'exemple de l'Italie, voire de la France, de l'Espagne. Ou de l'Allemagne, bien entendu. On voit une chose, c'est que comme partout ailleurs dans une population qui ne se protège pas à 100% à travers des mesures de quarantaine strictes, la progression, elle est exponentielle. Et il n'y a pas besoin d'avoir gagné le prix Nobel de mathématiques, non, pour comprendre ce que c'est qu'une progression exponentielle. C'est d'une simplicité folle. Tous les 3 à 7 jours, 3 à 5 jours environ dans une population qui ne se protège pas, le nombre de cas va doubler. Donc ça veut dire que si on reste réactif plutôt que proactif en anticipant ce qui va se passer, ça veut dire que du fait de la progression naturelle de la maladie qui continue pendant 14 jours à partir du moment où on instaure une discipline de fer dans le domaine de la quarantaine, eh bien, vous allez doubler le nombre de cas tous les 4, 5, 6, 7 jours. Mais la moyenne en ce moment, c'est plutôt aux alentours de 4. Si vous mettez en quarantaine par une politique de mitigation plutôt qu'une quarantaine totale, 60, 70 ou 80% de votre population, vous allez diminuer l'indice de contagion en faisant passer le R0 de 4, 6 à 2, 3. Mais ça veut dire que vous êtes encore beaucoup plus contagieux que la grippe saisonnière, que la capacité de la maladie de se propager reste quasi intacte. Vous allez diminuer un petit peu le nombre de cas, mais en aucun cas stopper la progression. En aucun cas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez les mesures dans un pays comme la Suisse, où il y a 8000 cas aujourd'hui, pour faire simple, ça veut dire que dans 4 jours, on est à 16, dans 8, on est à 32, dans 12, on est à 64, et dans 16 jours, donc 2 semaines et demie, on va dire, vous êtes à 128 000 cas. Si vous attendez 4 jours de plus, ou même 5 jours de plus, donc que vous prenez les décisions de quarantaine plutôt que de les prendre un mardi aujourd'hui, vous les prenez, disons, vendredi, vous allez passer de 128 000 à 250 000 cas. Et si vous attendez jusqu'au milieu de la semaine prochaine, vous allez passer à un demi-million de cas. La progression, elle est géométrique. Il n'y a même pas, comme je dis, besoin de comprendre les 4 opérations élémentaires pour comprendre une chose pareille. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe dans les pays voisins, qui suivent tous la même courbe. Et vous croyez que ça va être différent dans un pays parce que vous parlez une langue autre ou parce que vous pensez peut-être que vous avez une spécificité génétique qui va vous faire résister mieux que les autres? Non, ça ne marche pas comme ça. La courbe, elle est la même partout. Il n'y a même pas besoin de faire des calculs, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe chez nos voisins. Voilà. Donc, on ne peut pas s'empêcher de penser que nos gouvernements ont des priorités qui sont mesurées, non pas, qui sont, j'allais dire, parallèles aux dégâts humains qui sont mus des priorités par les aspects humains. Non, les priorités des gouvernements aujourd'hui, c'est de mitiger l'impact économique. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'ils sont conseillés par les grands chefs d'entreprise, les gens qui s'occupent des grands blue chips, etc., comme on les appelle, les sociétés cotées, l'économie de marché. Et plutôt que de prendre en compte la base de la base, à savoir la santé publique, parce que c'est clair que si la santé publique est gravement impactée, eh bien, tout le reste de l'économie va aller au tapis. Si on a 250 000 cas en Suisse, ça peut peut-être encore le faire d'un point de vue de la réponse médicale qui, je le rappelle quand même, devra mettre à disposition une 50aine de milliers de lits d'hôpitaux et vraisemblablement un peu plus de 5 000 lits en soins intensifs. Est-ce qu'on les a aujourd'hui? On peut peut-être étendre le système jusque-là, mais ça m'étonnerait beaucoup. Donc,
vous allez pouvoir voir le vrai visage de vos systèmes gouvernementaux. Aujourd'hui, à mon avis, la politique de mitigation qui correspond à un ralentissement de l'expansion de l'épidémie, qui correspond au fait de faire en sorte que 30% de l'économie puisse continuer à tourner, évite de devoir prendre des mesures drastiques d'aide au premier maillon de la chaîne, à savoir les citoyens, les PME qui représentent à peu près 75-80% de l'économie réelle, mais par contre, c'est un risque politique majeur. Parce que ces gens qui ne prennent pas, qui sont incapables de prendre ces décisions aujourd'hui, parce qu'ils n'ont jamais fait face à une situation dans laquelle ils devaient prendre des décisions comme celle-là, dans le cadre d'une rupture de la linéarité de l'environnement, tout au cours des dernières décennies, on a vécu dans un environnement qui était, d'un point de vue mathématique, linéaire, avec un maximum de sécurité à plein de niveaux. Eh bien, cette rupture environnementale de la linéarité de l'environnement prend tous les gens qui ne prennent jamais véritablement de décision au dépourvu. Et c'est pour ça qu'on a ces hésitations constantes au niveau de nos systèmes gouvernementaux. La conséquence de ça, c'est qu'on aura des milliers de morts en plus et que les dégâts vont être monstrueux. Les gens responsables de ça devront être tenus pour responsables et seront jugés sur leur capacité à avoir pris les bonnes décisions au bon moment, en anticipation, en proactivité, j'allais dire, plutôt qu'en réactivité. Et ils seront jugés par rapport aux homicides involontaires dont ils seront directement responsables par leur absence décisionnelle aujourd'hui. Dernière chose. Même en l'absence de mesures gouvernementales fortes, il revient aux citoyens du monde pour prendre les mesures qui sont absolument nécessaires pour vous protéger, pour protéger vos proches et pour mettre une pression suffisante sur les institutions gouvernementales pour qu'elles comprennent le risque politique qu'elles prennent. C'est à peu près la seule chose vraisemblablement auquel ils soient encore sensibles aujourd'hui, et de les mettre devant leur responsabilité d'ordonner au plus haut lieu, non pas la mitigation de l'épidémie, mais un arrêt total de l'épidémie par la distanciation sociale et la quarantaine. C'est la seule façon, c'est le seul moyen efficace qu'on a aujourd'hui. On n'a pas de vaccin. L'hydrochloroquinine associée au zinc est certainement une voie thérapeutique intéressante, mais dont on n'a pas encore la preuve aujourd'hui de son efficacité. Donc c'est au peuple, c'est à vous en tant qu'individu que revient le choix de mettre la pression sur vos systèmes gouvernementaux et de faire en sorte de minimiser la faillite, la totale overload, la totale surcharge de vos systèmes de santé qui conduira à des centaines de milliers de morts suivant la taille de votre population. Dernière chose, je rappelle aujourd'hui que la Suisse vient en tête, au même niveau que l'Italie, du nombre de patients infectés par rapport au nombre d'habitants. Ça devrait quand même vous réveiller. Et je pense que tous les peuples du monde entier doivent se réveiller et aujourd'hui exiger les mesures nécessaires tant d'un point de vue économique que d'un point de vue social que l'on est en droit d'attendre des gens que nous avons élus pour prendre ce type de décision quand une rupture de la sérénité environnementale se présente à nous. On est en pleine rupture aujourd'hui et on a besoin de gens qui sont capables de prendre ces décisions, la tête froide. Finalement, ces décisions, elles reposent sur de l'arithmétique de base qu'un enfant de 10 ans maîtrise pour la plupart du temps dans les systèmes scolaires actuels. Et ça ne devrait pas être compliqué. Mais évidemment, ça nécessite un certain courage politique. Je pense d'ailleurs que ce courage politique devrait être contrebalancé par le risque politique majeur de laisser des centaines de milliers de personnes mourir dans le cadre de la surcharge totale des systèmes de santé auxquels on va faire face. J'arrête là, je reprendrai sur les aspects économiques dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention. Paix à tous les citoyens de ce monde. Peace out.